1920, la mémoire franco-arménienne est celle de 14-18. Et elle se traduit à Paris par ce monument qui est inauguré en 1926. Ce monument, il est à l'église arménienne, c'est rue Goujon, à Paris, c'est dans le 8e arrondissement. Alors, on voit très bien cette première mémoire de l'Arménie en France. Cette première mémoire de l'Arménie en France, c'est la mémoire de 14-18, tout simplement, avec très clairement un soldat qui est celui qu'est le poilu. Il n'y a strictement aucune référence à l'Arménie à travers ce soldat. Alors, bien sûr, certains vous diront, il regarde vers le lointain, alors on s'imagine qu'il regarde vers l'Arménie, mais c'est à peu près la seule chose qu'on peut dire. Je vous rappelle qu'en 14-18, il y a eu environ 4000 Arméniens qui se sont engagés dans les armées françaises, essentiellement dans la Légion étrangère, et qu'il y a eu une très forte mobilisation, en particulier à Marseille, où il y avait une forte communauté arménienne en 14. Nous sommes avant, vous l'avez compris, avant le génocide. C'est-à-dire, nous sommes à une présence arménienne en France avant l'arrivée post-génocide. Je précise bien. Donc ça, c'est le premier monument qui est tout à fait intéressant. Et vous allez voir, on va voir l'évolution de ces monuments. Voilà le second monument intéressant. Le second monument intéressant, vous l'avez au Père-Lachaise. Il est toujours sur la mémoire de 14-18, auquel on a greffé 39-45. Alors, allez au Père-Lachaise, c'est passionnant. Vous avez, je crois que c'est la 88e section, c'est toute une voie du Père-Lachaise où ce sont tous des monuments de 14-18. Belges, polonais, ukrainiens. Et vous avez là le monument tardif, 1978, des combattants arméniens. Et vous voyez qu'on est toujours dans une mémoire de guerre, mais on a fait évoluer, n'est-ce pas, la culture de la mémoire, ce qui est au sein de la mémoire. Là, nous arrivons à une mémoire qui commence à reconnaître l'Arménie à travers, n'est-ce pas, un monument qui est en fait un monument arménien, alors que celui de 1926 ne l'était pas. Je vous montre une troisième photo que j'aurais pu placer avant. C'est celui-là. Vous le connaissez tous, c'est l'ossuaire de Verdun, l'ossuaire de Daumont. Je vous rappelle que l'ossuaire de Daumont, construction lancée en 1920, inaugurée en 1932, et l'ossuaire de Daumont est payé quasiment que par de l'argent venant des collectivités territoriales. Et alors là, je suis incapable de vous dire lequel, ces écussons sont les écussons des villes qui ont financé l'ossuaire de Daumont, et là c'est la ville d'Erevan, c'est un des quatre. La ville d'Erevan a financé l'ossuaire de Daumont, et nous sommes bien là dans une mémoire partagée entre l'Arménie et 14-18 et la France. C'est la première chose que je voulais vous dire. Vous voyez que entre, on va dire, 1920 et quasiment 1980, la mémoire partagée franco-arménienne est une mémoire essentiellement tournée sur la guerre de 14-18. Et je peux même aller un peu plus loin. Là, c'était le président de l'association des anciens combattants arméniens dans les années 1980. Et en 1983, il a installé à Daumont une croix arménienne qui est également cet prolongement de la mémoire de la guerre de 14-18 comme mémoire partagée entre l'Arménie et la France. C'est le premier thème, le premier moment que je souhaitais vous expliquer à travers simplement ces trois photos. Alors on pourrait évoquer un deuxième, puisque vous dites que c'est une mémoire essentiellement tournée autour de la Première Guerre mondiale. Oui. J'imagine que ça peut s'articuler avec la mémoire du génocide aussi. Bien sûr. Alors, on va arriver, deuxième grand temps, et merci à M. Declercq, là, vous avez tout expliqué, comme je veux simplement vous rappeler trois choses. La France, lorsqu'elle va s'intégrer, quand elle va s'occuper de la mémoire du génocide, ça va se traduire par trois moments. Le premier moment, vous le connaissez tous, c'est janvier 2001, le Parlement reconnaît le génocide. Janvier 2001. Le deuxième moment, c'est entre 2006 et 2017, la difficulté de reconnaître le négationnisme. La grande difficulté, je vous rappelle que pour qu'il y ait un vote d'une loi sur le négationnisme, le prolongement de la loi Guesso, pour faire clair, pour les Arméniens, c'est passé au Parlement
2006, 2011, 2016. Et ça marche toujours pas, je vous le rappelle. Ça marche toujours pas. Donc le deuxième grand temps, après la reconnaissance du génocide en 2001, nous avons une difficulté forte de reconnaissance du négationnisme. Et puis le troisième temps de cette mémoire, c'est la création de la journée nationale autour du génocide arménien. Journée nationale dont Hollande pense, imagine, en 2015, et qui est véritablement créée en 2019 par Macron. On voit bien les trois temps autour du génocide arménien, à la fois la reconnaissance du génocide, la difficulté de condamner le négationnisme, et troisième temps, la création d'une journée nationale. Et le seul monument que je souhaitais vous présenter, qui traduit cette période, c'est ce magnifique monument de Komitas. Komitas, c'est un prêtre arménien, c'est un musicologue très, très connu, n'est-ce pas, qui porte la musique arménienne. Komitas vit bien sûr en Turquie. Il est arrêté par la fameuse rafle des intellectuels d'avril 1915, sauf qu'il a la chance d'être libéré. Et il va venir en France, s'installer définitivement en France à partir de 1919, et il meurt en France en 1935. C'est un intellectuel très fortement connu par les Arméniens, et connu et reconnu. Et lié à notre deuxième temps de mémoire, de la reconnaissance par la France du génocide arménien, c'est la statue qui est installée le long de la Seine, en face du Grand Palais. Vous ne pouvez pas la rater, 6 mètres de haut, magnifique statue, qui est installée et qui est votée par le conseil municipal de Paris en 2001, donc directement liée au vote, n'est-ce pas, sur la reconnaissance du génocide, et est inaugurée en 2003. C'est véritablement la marque sur le terrain de ce second temps de reconnaissance du génocide dans notre histoire partagée franco-arménienne. Alors, ce qui ne vous étonnera pas, c'est qu'à partir de là, Komitas est devenu le héros arménien connu et reconnu en France, puisqu'il y a de nombreuses rues Komitas. Partout où il y a une communauté arménienne, vous avez une chance d'avoir une rue Komitas. Si vous voulez faire la géographie des communautés arméniennes, il suffit de faire la géographie des rues Komitas en France et vous aurez incontestablement ce second temps de notre mémoire partagé entre la France et l'Arménie par sa marque sur le terrain. Alors pour le troisième temps, on va revenir à quelque chose qui a été dans l'actualité il n'y a pas longtemps, et je voudrais faire le lien avec l'ouvrage que Claire Mouradian avait co-publié il y a peu de temps avec bien sûr Missak Manouchian. Alors, troisième temps, vous avez tous, n'est-ce pas, février 2024, c'est bien ça, ouais. Février 2024, l'entrée de Manouchian au Panthéon. Alors moi, je vais remonter un peu plus haut. En fait, en février 84, mais je vais pas retrouver de photos, on a tenté une opération, le ministère des Anciens Combattants a tenté une opération qui n'était pas l'entrée au Panthéon, bien que la communauté arménienne avait été voir le président de la République Mitterrand pour demander l'entrée au Panthéon de Manouchian. Ça ne s'est pas fait, on va y revenir, et on a fait une cérémonie importante au Mont-Valérien. Et c'est à cette époque qu'on a vu les problèmes qu'il y avait pour la reconnaissance de Manouchian, futur panthéonisé quelque part. Car en 84, Manouchian ne faisait pas l'unanimité, loin de là. Il y avait deux contestations en 84. La première, ça a été le Parti communiste. Je vous rappelle qu'il y a eu des relations absolument détestables entre la communauté arménienne et le Parti communiste, et en particulier avec Méliné Manouchian, des relations absolument contestables. Méliné est décédée, si je me souviens bien, en 89. En 89, c'est bien ça. En 84, elle était présente, autant vous dire que le Parti communiste n'y était pas. Je vous rappelle
que si cela, vous voulez avoir la marque, je ne vous ai pas mis la photo, mais les relations très dures entre Méline et Manouchian et le Parti communiste, s'est traduit par la construction par le Parti communiste d'un monument merveilleux qui est au Père-Lachaise, qui est un monument inauguré tardivement dans les années 85-86, je ne vous ai pas cherché la date. Ce monument est le monument des FTP-MOI. Il y a au Père-Lachaise un monument FTP-MOI. Moi je l'aime beaucoup parce que c'est le dernier monument où vous avez la faucille et le marteau. Il n'y en a plus un, il y a celui-là. Et il y a un beau monument FTP-MOI qui a été inauguré par le Parti communiste justement au moment de la crise très forte entre les derniers FTP communistes et j'allais dire la communauté arménienne et en particulier l'association des anciens combattants arméniens. Nous sommes en 84. Et puis en 84, il y a aussi une très forte interrogation du CRIF, de la communauté juive, qui accuse en définitive de surdimensionner les Arméniens dans la fiche rouge par rapport aux autres. Et 84, ça ne marche pas. 84, le président Mitterrand s'est fait représenter, alors qu'il avait dit dans un premier temps qu'il serait à cette cérémonie du Mont Valérien en 84, il se fait représenter compte tenu du contexte. Alors, 40 ans plus tard, excusez-moi, 40 ans plus tard, nous arrivons à la cérémonie, n'est-ce pas, de la panthéonisation de Manouchian. Alors, on voit bien ce qui a évolué 40 ans. Ce qui a évolué, c'est très clair ce qui a évolué. C'est que, premièrement, vous m'excusez, des anciens, il n'y en a plus. Souvenez-vous qu'il y a eu un petit moment un peu hard, on va dire difficile, pour cette commémoration de 2024. Oui, c'est ça, 2024, excusez-moi. C'est lorsque Léon Landini, dernier survivant, il a 99 ans, hein, dernier survivant FTP, puis Léon, il ne cache pas qu'il est communiste, hein, il l'a toujours été. Léon a fait une crise, je ne vous dis pas, il avait été oublié d'être invité, et il a dit, vous êtes en train de rendre hommage, vous avez capté les, n'est-ce pas, les FTP, et vous oubliez de m'inviter. Le président Macron lui a envoyé une voiture pour le chercher. Et je ne vous dis pas, il est présent quand vous regarderez l'émission, quand vous regardez le film sur la panthéonisation, mais c'est le dernier. Il n'y avait plus un seul FTP-MOI, et en plus, il est encore vivant, hein. Il a 100 ans. Il est toujours vivant, il en reste un, et on voit bien que cette dernière friction était là. Le Parti communiste, lui, a fait autre chose, il a capté cette mémoire de Manouchian. Aujourd'hui, après cette bagarre du temps de Méliné, le Parti communiste, lui, il a capté cette affaire. La mémoire de la fiche rouge et la mémoire de Manouchian est partagée aujourd'hui, j'allais dire par tous les Français, mais au-delà, il n'y a plus de friction en 2024 par rapport à 1984. C'était mon troisième temps mémoriel. Non, on pourrait plonger sur un quatrième qui serait le futur, puisqu'on a évoqué tout ce qui a été fait. Alors je vous parle du quatrième temps, c'est-à-dire de ce qui est devant nous. Donc vous avez un peu prévu, arrivé à travers ces monuments, on a 14-18, on a le génocide, et on a bien évidemment ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire Manouchian. Très bien. Et maintenant, la vraie question qui se pose, et c'est ça l'évolution, est quelle est la mémoire française en Arménie? Car on a bien compris qu'il y a aujourd'hui une mémoire arménienne en France, ça on a bien tous compris. Mais quel est le versant de la mémoire française en Arménie? Je suis allé il y a un an en Arménie longuement pour voir comment on peut faire évoluer cette mémoire française en Arménie. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a entre la France et l'Arménie un héros qui est totalement inconnu en France. Alors je reprends toujours son nom parce que comme il a un nom à rallonge, je perds toujours le nom. Louis d'Artige de Fournay. Alors, qui c'est? C'est très simple, c'est ce monument-là. Louis d'Artige de Fournay est un marin, c'est un vice-amiral en 1915. Il est le marin qui dirige les bateaux
la navire française qui fait le blocus de l'Empire ottoman en 1915, il est là, il est donc sur les côtes de la Turquie, pour faire court. Il est sur les côtes de la Turquie, et en septembre 1915, il a 4 navires qui sont là, et il voit un appel à l'aide qui est fait à partir d'un grand massif d'Arménie qui est dans la région d'Antioche. Ce massif d'Arménie, il faut que je vous retrouve le nom parce que lui aussi je l'abîme régulièrement. Alors, c'est le Musa Dagh, D-A-G-H. C'est la montagne de Moïse, comme il l'appelle, quand il l'appelle en français, la montagne de Moïse. Et le 12 et le 13 septembre, il prend seul la décision. Cet amiral, il est formidable, hein, c'est un pré de Gaulle. Il prend seul la décision, parce que s'il attendait que le gouvernement lui donne la décision d'y aller, il ne l'aurait jamais eu. Il prend seul la décision d'envoyer ses navires pour récupérer et sauver les Arméniens qui se sont réfugiés au sommet de la montagne, et il y a toutes les troupes turques autour. Et il va en sauver 4080 qu'il va ramener à Port Saïd, et qui sont, oserais-je dire, les seuls Arméniens sauvés du génocide par des troupes européennes, on va dire très, très simplement. Et cet amiral n'en a pas tiré une grande gloire, puisqu'il a eu plein de problèmes après, il a même été obligé de quitter l'armée, il a fini vice-amiral, et puis son nom a disparu de la mémoire. Il est décédé en 1940, il est enterré dans une petite commune de Dordogne, sauf que les Arméniens, eux, s'en souviennent. Et ils ont fait à Erevan un mémorial, qui est celui-là, qui est vraiment en bordure d'Erevan, ce mémorial, qui est assez exceptionnel. Et à l'intérieur, ils ont fait un musée pour rappeler cet événement. C'est-à-dire qu'il y a bien à Erevan un moment à la gloire d'un acte français pour sauver les génocides, pour les sauver du génocide. En France, rien. Il n'y a pas une place, une plaque, rien sur ce brave amiral. Alors moi je défends, vous avez compris, je défends l'armée, hein. Vous avez tous compris, je défends un peu l'armée, donc je soutiens qu'il faut qu'il y ait un moment autour de cet amiral, parce que au milieu de cette tragédie, de ce drame, de cette honte qu'est le génocide arménien, ce moment un peu de lumière n'est pas inintéressant, d'autant plus qu'il est partagé entre l'Arménie et la France. Et lorsque vous allez en Arménie, autre exemple, Manouchian, rien. Il y a un énorme musée à Erevan, qui est un musée militaire, alors à la soviétique, comme vous pouvez aimer, hein. Totalement soviétique. J'ai adoré parce qu'on n'en voit plus comme ça. On n'en voit plus. Quand vous cherchez la place de Manouchian dans ce musée soviétique, eh ben, vous pouvez chercher longtemps, hein. Alors, il va y avoir une inauguration d'une plaque en 2025 que nous mettons désormais dans le musée, hein, pour faire un peu avancer cette mémoire française, n'est-ce pas, sur place. Et par contre, Aznavour, il n'y a pas de problème, hein. Bon, je ne dis rien. Aznavour est très très présent à Erevan, beaucoup moins Manouchian, et voilà. Donc, le troisième temps. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que la mémoire, c'est aussi une affaire de politique et de contexte. Je crois qu'il faut qu'on se dise en conclusion tout cela. C'est une affaire de politique et de contexte. Bien évidemment, quand on parle du génocide, on voit bien les difficultés que nous avons pour faire avancer un dossier, compte tenu du contexte avec la Turquie, des contextes économiques. En 2001, quand on vote la loi, j'ai ce souvenir du ministre des Affaires étrangères qui appelle le secrétaire d'État et qui lui dit « Bon, tu t'y colles, hein, c'est pas la peine de mettre un ministre plus important à l'Assemblée nationale. » Nous sommes dans un contexte. Les contextes sont excessivement importants. Vous ne pouvez pas faire des politiques de mémoire en occultant les contextes. On sait bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On ne peut pas occulter les contextes. Et aujourd'hui, pourquoi je termine sur cette nécessité entre la France et l'Arménie, c'est que le contexte, il est très favorable à la France actuellement en Arménie. Très favorable à la France. La France est le pays qui aide le plus l'Arménie.
C'est un pays qui a nommé il y a 6 mois un attaché de défense alors qu'on n'en avait pas. C'est un pays qui aide face à l'Azerbaïdjan. On connaît d'ailleurs les retours contre nous de l'Azerbaïdjan. Et on voit bien que ces politiques de mémoire doivent toujours se positionner dans des contextes globaux ou globaux, dans des contextes politiques. Voilà, merci beaucoup.